Bienvenue à Mille et une Cultures. Pour cette dernière émission, nous recevons deux hommes remarquables, très impliqués au niveau des jeunes, que ce soit dans l'éducation ou dans les arts, dans la musique. En première partie, nous avons Edouard Stako, président du Sommet économique des jeunes noirs, président aussi du Fonds 1804, donc très impliqué auprès des jeunes de la grande région de Montréal. En deuxième partie, nous allons avoir Alain Trudel, chef de l'Orchestre symphonique de Laval. Donc, toute une émission pour clôturer l'année en beauté. Je commence avec Edouard Stako. Bonjour, Edouard. Bonjour, bonjour, ça va bien? Bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, ça fait plaisir de vous recevoir. Oui. Alors, je parlais de votre implication au niveau des jeunes, beaucoup au niveau de l'enseignement aussi. Je pense que ça doit être parce que vous êtes issu d'une famille d'enseignants. Écoutez, je vois que vous êtes pas mal bien renseigné. Oui, je suis issu d'une famille d'enseignants. Ma mère était enseignante et mon père était directeur d'école et enseignant avant ça. Donc, disons, les bulletins, les devoirs, les corrections, ça a un peu habité mon enfance. Voilà. Oui. Puis la recherche de l'excellence, puis aussi la formation qui est importante chez les jeunes pour vous. Absolument. Et aujourd'hui, on se parle, puis ça me donne... Je pense à mon père, malheureusement, qui est plus avec nous aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui croyait que vraiment l'éducation devait être le plus accessible. Parce que comme je suis né en Haïti, vous savez, en Haïti, il y avait des problèmes d'accessibilité. C'est quelqu'un qui croyait à l'excellence en éducation, mais aussi à l'accessibilité en éducation. Quelqu'un qui travaillait après 16 heures pour avoir l'alphabétisation le soir pour être sûr que c'était plus accessible dans ces écoles. D'accord. Et vous avez hérité de cette implication parce que j'ai su que c'est très, très jeune, en Haïti même, que vous avez commencé cette implication à aider pour que ça soit accessible et à vous impliquer au niveau de votre milieu de vie, ce qui vous a valu d'ailleurs de devoir venir au Québec à un certain moment. Absolument, mais écoutez, oui, c'est très jeune, j'ai commencé l'implication. Et quand on commence quelque chose très jeune, c'est pas par une réflexion de je veux m'impliquer. C'est plutôt par... Il y avait une situation, je me rappelle toujours de cette initiative-là, où nous, l'Écaille, c'est une baie, donc il y a la mer partout. Et comme il y a la mer partout, mais c'était pas toujours valorisé. Les gens jetaient des déchets pas loin. Et un jour, avec un groupe d'amis, dans un contexte, on a dit pourquoi pas entamer le nettoyage. D'accord. Au lieu de fêter par une soirée, fêter par une soirée, un championnat de football. C'est ça, vous avez gagné. On a gagné les fameux championnats de quartier. Le football mène à tout. Mais ce soir-là, la fête se passait dans un endroit où c'était tout près. Et ça m'a sauté aux yeux pendant qu'on était content de voir qu'on pouvait faire quelque chose. Ça va amener à une implication qui est souvent comme vous et moi, on le fait. On se lève pas un matin, on dit on veut s'impliquer. Puis quelle cause qu'on devrait prendre. Souvent, c'est l'inverse. Il y a déjà quelque chose qui nous touche et ça a commencé très, très jeune. Mais quand vous êtes dans un pays avec une dictature, à cette époque-là, c'est la dictature des baby dogs. Et là, on commence à déceler des endroits où on valorise le potentiel des gens. On décèle le potentiel pour les pousser. Mais quand il y a une dictature, un jeune qui commence trop tôt dans l'implication, il faut... C'est un danger. C'est un danger. Et à ce moment-là, les parents font la bonne chose, c'est-à-dire de mettre à l'abri. Et pour ça, vous êtes venu au Québec avec vos parents, votre sœur qui était déjà là, que vous avez rejoint. Oui, ma sœur Yolène, qui était déjà là avec son mari. C'est ça. Puis, vous avez continué vos études ici. Vous avez occupé des fonctions dans un milieu scolaire aussi. Et actuellement, vous êtes à la tête du sommet économique des jeunes noirs et du Fonds 1804, 1804, donc en référence à la révolution haïtienne, absolument. Donc, comment ça vous est venu, l'idée d'abord de 1804, ensuite du sommet? Est-ce qu'elles sont en rapport? Oui, il y a une suite naturelle, mais il faut commencer un peu avant où j'ai eu la chance de siéger au Conseil supérieur de l'éducation, qui est un organisme qui est en parallèle, qui conseille le gouvernement du Québec sur les politiques en éducation moyen-long terme. Et à cette table-là, je me rappelle qu'il y avait un rapport
qui a été préparée, une étude de Mme Marie McEnroe qui parlait de la réussite des jeunes issus des communautés antillaises et africaines. Et à la table, il y avait l'enjeu de la réussite qui n'était pas au niveau de la moyenne. Et je me rappelle d'avoir dit, mais écoutez, lorsqu'il y a une donnée, il faut en parler, mais il faut en parler de la bonne façon. Et ça m'a donné le goût, après la fin de mon mandat au Conseil supérieur, de faire une initiative qui allait faire l'appel à la communauté. Parce que pour solutionner un enjeu, il faut des fois mobiliser, pas des fois, toujours mobiliser les gens. Et comment le faire? Mais on a proposé le Fonds 1804, qui est une fondation qui donne des bourses à la persévérance scolaire, mais c'est une initiative que la communauté a embrassée. Oui. Les gens ont commencé à dire, au lieu qu'on dit, vous avez un problème, là, on a un enjeu et une façon de commencer une solution. Voilà. C'est devenu le Fonds 1804 qui, je me permets de le dire bien humblement, avec l'appui des gens comme vous et d'autres membres de la communauté, ben, on a déjà remis plus de 804 bourses. Oui. Une des fondations qui en donne le plus au Québec. Et le 804e bourse, on était à Beauport pour aller encourager un jeune Québécois, Jasmin. Et on l'a invité, le ministre de l'Éducation est venu faire notre 804e remise. Donc, du Fonds 1804, et comme on était devenu une organisation dans la communauté crédible, lorsqu'il fallait réfléchir à la situation de nos jeunes, pas réfléchir en mode urgence. Une urgence avait provoqué la réunion, mais le désir des partenaires, c'était de créer une table où on pouvait discuter sans que ce soit en mode urgence. Des enjeux, voilà, c'est ça. Puis, donc, vous vous limitez même pas juste à la grande région de Montréal. Vous me parlez de Beauport. C'est plus de 804 bourses jeunes. Des bourses de 250 à 500 $. Et 500, et là, on a même du post-secondaire à 1300 quelques dollars. Ben, écoutez, nous, on va chercher dans la base de la Révolution, parce que la Révolution haïtienne, que les gens connaissent moins, mais la Révolution française et américaine plus connue, mais c'était la seule qui était universelle, parce que le but, c'est qu'un homme et une femme devaient être libres, la liberté. Donc, et il n'y avait pas de frontière à cette idée-là. Et nous, avec le Fonds 1804, on a dit, oui, c'est issu de la communauté haïtienne et des communautés noires, mais si un jeune, quelque part, a besoin d'un coup de main, pourquoi on devrait lui dire « t'es pas sur le bon territoire ». Voilà. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de limite géographique. C'est sûr, lorsqu'on fait de la promotion, on va venir à des émissions comme la vôtre, vous allez toucher un secteur plus rapidement. Mais si l'école qui entend parler du Fonds 1804 est en Outaouais, à Québec ou à Beauport, soumet la candidature, le comité retient la candidature indépendamment du lieu. OK. Donc, les gens ont la possibilité de soumettre une candidature en ligne. En ligne. Les enseignants. Ce n'est pas les parents, ce n'est pas le jeune, c'est des enseignants et des organismes communautaires. Communautaires. Parfait. Et de là est aussi, j'imagine, pas en mode urgence, est né quand même le sommet économique des jeunes noirs pour une réflexion. C'est quoi le but, en fait, de ce sommet-là? Comme on le dit aux gens, on dit, le sommet, notre but, c'est de développer le Québec, mais la façon qu'on choisit de s'y prendre, c'est mettre l'emphase sur l'apport de nos jeunes, les jeunes des communautés noires. Et comment on va le faire, c'est de travailler ensemble. Les organismes qui interviennent, on a déjà aujourd'hui 35 membres des organisations et on travaille à faire des projets et souvent, nos organisations doivent réaliser des projets dans leur territoire. La reddition de comptes est assez lourde, mais des fois, on n'a pas la chance de travailler ensemble, d'aller chercher une synergie. Et le but du sommet, c'est d'aller chercher des financements pour financer dans des projets dans plusieurs sites et de collaborer ensemble et de développer une vision commune. Il y a des choses qui fonctionnent à Laval, mais qu'on devrait copier à Montréal et ainsi de suite. Et quand les gens se parlent, c'est ça qui va faire que nous sommes une communauté forte et qui se prend en main. Et la beauté du sommet, les communautés africaines, la communauté haïtienne, les communautés anglophones, on est tous membres. Je donne un exemple, un organisme comme Chafri qui est membre. Oui, avec Henriette Kandoula. Avec Mme Kandoula, donc la Maison d'Haïti que les gens connaissent, mais on a des organismes anglophones, par exemple One Full Circle qui est un organisme anglophone. Donc le sommet a des membres partout. Et nous, on pense que c'est une bonne façon qui va avec notre culture. On se donne la main, là. Ben oui, de concertation, on se donne la main, on se donne la liberté par l'éducation, puis une liberté financière, économique aussi. Et le prochain sommet est bientôt. Bientôt, parce que nous, on a tenu dans nos règlements de dire, très souvent, les gens se font consulter pour démarrer une initiative
Et il disait, après, on n'en entend plus parler. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Et nous, pour éviter ce piège-là, on a dit, par nos statuts et règlements, une fois par année, le dernier samedi du mois de janvier, donc le prochain, c'est le 25 janvier 2020, voilà. On va voir la communauté pour faire rapport. Parce qu'on pense que la reddition de comptes, c'est important, de dire, voici où est-ce qu'on en est dans les projets, et voici quelles sont les idées sur lesquelles on pourrait réfléchir ensemble. D'accord. Et à la fin de chaque sommet, des idées émergent qui deviennent la base de nouveaux projets à développer pour le sommet. Pour le sommet. Donc, il y a les organismes qui travaillent toute l'année, mais le dialogue avec la communauté est important. C'est pour ça qu'on dit à tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, venez au sommet le 25 janvier 2020. C'est à l'Université de Montréal. C'est toute une journée. On prend soin de tout. Vous arrivez le matin jusqu'à le café est là, tout est là. Le café, et on parle de beaucoup de sujets. On va parler d'éducation. On va parler de culture. On a une table de culture, par exemple, quelqu'un comme Rodney Saint-Éloi, qui est un éditeur qui travaille, qui va animer cette réflexion sur la culture. On va parler de l'entrepreneuriat. On va parler, les jeunes ont beaucoup parlé de profilage racial. Donc, on parle de ces enjeux-là, mais toujours avec l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire. On dit toujours à nos panélistes, lorsqu'on intervient, pensez à un message, une initiative qui s'adresse aux dirigeants, mais aussi quelque chose que nous, on peut faire. D'accord. Donc, une implication directe des gens, des communautés et des jeunes aussi. Vous avez parlé des autorités, j'imagine, qui sont très conscients de cette façon de faire, puis qui sont présents. Voilà. Ils sont présents, puis on remercie le secrétariat à la jeunesse, qui est le volet qui s'occupe de la jeunesse, qui est rattaché au bureau du premier ministre, qui finance la structure du sommet. Et on voit que les gouvernements apprécient l'initiative. Parce que nous, aujourd'hui, nous devons travailler avec des coalitions, parce que tout seul, ce ne sera jamais suffisant. Et pas parce que les organismes ne veulent pas. Parce que quand vous êtes dans un territoire, vous avez du service à donner, vous avez la reddition de comptes, vous avez pas mal de choses. Et des fois, en se mettant ensemble, mais on va partager des expertises. Un jour, mais on pourrait partager des graphistes ensemble. On pourrait partager un spécialiste en communication. On pourrait partager des compétences que chacune de nos organisations ne pourrait pas avoir seul. C'est un peu aussi le mandat de soutien du sommet aux organisations. L'idée d'aller plus loin ensemble au lieu d'aller seul puis de se planter des fois, ce qui arrive assez souvent. Et pour finir, M. Stako, est-ce qu'il y a une innovation majeure, quelque chose qu'il faut attendre de ce sommet-là? Oui, celui de 2020? De 2020, une des choses que je suis très content, c'est qu'en 2019, les gens ont demandé pourquoi on n'aurait pas un outil comme un observatoire. Il y a souvent des données qui vont sortir des études, mais ça vient souvent des médias et puis on doit réagir. Mais grâce à un partenariat avec la Fondation Chagnon, on va annoncer en 2020 que notre observatoire démarre. On travaille sur la conceptualisation. C'est intéressant. On a un projet qui a été implanté dans les 4 sites, le même projet dans 4 sites à Montréal qui s'appelle un projet Famille avant, ma famille d'abord, mais les gens vont voir des résultats concrets. Écoutez, imaginez une même formation que les 28 formateurs qui travaillent pour des organismes différents se sont rencontrés pour avoir la formation, mais pour avoir un partage d'expérience. Et aussi, on a des projets d'innovation qu'on va proposer les gens, entre autres pour nos jeunes qui décrochent, que le système n'arrive pas à raccrocher. Il y a beaucoup d'initiatives, mais il faut toujours penser qu'un certain nombre... Que 1804. Exactement. Comment on va faire. Donc, et comme je le dis, les gens peuvent arriver et soumettre une proposition. Au sommet de l'an dernier, il y a un jeune qui s'est levé pour soumettre une idée sur la réussite en santé, des barrières. Et nous, on prend ça et on le met au travail. Des fois, le travail va donner des résultats dans la même année, mais au sommet, on tient un tableau de bord des idées retenues. Donc, on ne dit pas que c'est seulement les idées sur lesquelles nous avons réfléchi qui peuvent cheminer, mais qu'une personne pourrait soumettre une idée et ça développe et ça devient dans le tableau de bord de la reddition de comptes.
En tout cas, merci beaucoup. Puis on vous souhaite tout un succès en 2020. On va être là pour voir qu'est-ce qui se fait, quelles sont les idées qui Puis je vous félicite quand même pour ce que vous avez fait, parce que la dernière fois, j'ai pu participer au grand symposium. Je pense que c'est une initiative excellente. Regardez, on s'implique tous, mais avoir la chance de prendre une pause puis d'écouter des gens de très grande qualité. Et moi, je l'ai vu pas comme une participation, comme une session de formation. Et puis quand on s'est parlé en dehors des zones, je disais, la prochaine, c'est quand? Et moi, je dis aux gens, écoutez, manquez pas ça. Même si vous pensez connaître parfaitement le milieu, allez-y, les gens qui sont là. Ça mérite pour votre formation et ça va améliorer aussi. C'est ça ce qui améliore nos interventions, qu'on prend le temps d'écouter des gens de calibre venant d'un peu partout. Voilà. Merci, M. Stako. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Aujourd'hui, je vous propose une chronique toute familiale. Si le temps des fêtes pour vous rime avec moments passés en famille et tradition, le spectacle Noël, une tradition en chanson est de retour et saura vous réconcilier avec les traditions musicales québécoises à travers les voix de 7 artistes. Ce sera à la salle André Mathieu le 23 décembre à 15h et à 20h. Ce spectacle fait partie d'une sélection promotionnelle des spectacles de musique, d'humour, de théâtre ou encore d'illusion, vous permettant de bénéficier de tarifs spéciaux dans le cadre du 40e anniversaire du promoteur culturel Commotion. Une belle occasion pour faire le plein de culture. Pour l'achat des billets et la liste des spectacles sélectionnés, commotion.ca. Pour le plaisir des petits et des grands, l'incontournable des spectacles de Noël est sans doute celui de Nicolas Noël. Les livres des enfants du monde sera de nouveau à l'affiche de la salle André Mathieu le 22 décembre à 15h. Les activités Heure du conte pour les 3 à 5 ans, les contes et compagnies pour les 18 à 36 mois, ainsi que les clubs de lecture sur différents sujets sont toujours offerts dans vos bibliothèques municipales. Renseignez-vous auprès de la vôtre et consultez le catalogue des bibliothèques de Laval. Dans la seconde partie de cette émission, c'est tout un plaisir d'avoir avec nous Alain Trudel, chef de l'Orchestre symphonique de Laval. Alain Trudel qui a dirigé tous les grands orchestres au Canada, ainsi que des orchestres au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, en Russie, en Italie, au Japon, en Malaisie, en Amérique latine et j'en passe. Il a dirigé aussi des artistes de renom dont Ben Eppner, Anton Curti, la grande Maïcha Brugger-Gossman, Herbie Hancock, Alain Lefebvre. Il est aujourd'hui directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Laval et premier chef invité de l'Orchestre symphonique d'Ottawa aussi, M. Trudel. Vous êtes aussi à la tête du Toledo Symphonie des États-Unis. Bonjour, M. Trudel. Bonjour, bonjour. Voilà. Tout un CV, hein, c'est ça. Puis vous avez commencé très jeune, à 18 ans, je pense. Mais pas la direction d'orchestre. Mais moi, je suis tromboniste de formation. J'ai commencé à jouer dans un groupe de cuivre, dans un brass band, un groupe de cuivre, qui s'appelait, parce que ça n'existe plus malheureusement, les Rythmiques de Montréal. Je viens de ce qu'on appelle maintenant le plateau, mais qui n'était pas le plateau à l'époque. C'était seulement un quartier ouvrier. Puis, il y avait justement un groupe pour les jeunes, pour les jeunes adolescents qui voulaient apprendre la musique, qui n'avaient pas vraiment les moyens pour avoir des cours privés. Donc, on allait là, puis 3 fois par semaine, on avait des répétitions, puis on faisait des parades, on jouait dans des bingos, on jouait un peu partout, oui. On ramassait, on vendait du chocolat, on faisait toutes sortes de choses. Puis après ça, là, on faisait des petites tournées, des voyages, des concerts. Donc, de fil en aiguille, je suis allé au conservatoire. Puis après ça, je me suis retrouvé à jouer un peu partout. J'ai joué comme tromboniste à l'Orchestre symphonique de Montréal, pas à temps plein, mais il y avait une audition internationale. Puis comme j'ai fait les finales, puis là, j'étais assez jeune, là, j'avais 17 ans. Puis là, j'ai fait 2 ans, on jouait à chaque 2 semaines dans l'orchestre. Donc, c'était super. Moi, c'est une très belle expérience. J'ai pu voir les chefs d'orchestre travailler. Puis, mais j'ai commencé à diriger les premières fois à mon école secondaire. J'allais à Joseph-François Perrault, puis mon mentor, qui était le chef d'orchestre là-bas, M. Raymond Grignet, et
Moi, j'avais toujours la partition parce que je voulais être compositeur, mais j'étais gêné de dire que je voulais être compositeur parce que c'est vraiment quelque chose de très haut. Ben oui. Puis il me dit, t'as la partition, veux-tu diriger? Puis au lieu de dire, non, j'aimerais ça composer, je dis, OK. Puis là, vous êtes devenu chef d'orchestre. C'est comme ça que j'ai commencé. À 15 ans, je faisais 10 minutes là, 5 minutes là, mais toutes les semaines, il m'en faisait faire un petit peu. Fait que parallèlement avec le trombone, j'ai fait ça, mais c'est pas les deux de front tout le temps. Puis à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à changer la trajectoire de carrière, mais j'ai amassé beaucoup de répertoire. Puis j'étais répétiteur pour les orchestres de tournée des conservatoires. Je faisais une fois de temps en temps un orchestre, là, je dirigeais un peu à gauche et à droite, mais comme directeur artistique, comme vraiment, les premiers endroits où je suis allé à Windsor, je suis allé à Victoria, en Colombie-Britannique, où j'étais finaliste pour les postes de directeur artistique. Là, c'est dans ma trentaine. C'est au début de la trentaine. Puis là, de fil en aiguille... Vous êtes devenu... Ben, c'est ça. Donc, on parle de la trentaine. Ouais. Et comment devient-on chef d'orchestre? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est la pratique? Et qu'est-ce que ça fait, un chef d'orchestre symphonique? Bien, on se demande ça. Hein? C'est quoi que ça fait, un chef d'orchestre? Ça bouge les bras, puis il y a quelque chose qui se passe. T'sais. Ça pourrait marcher tout seul. Hein? Mais moi, l'analogie que j'aime faire, c'est... mettons qu'on a une équipe sportive. OK? Tout le monde connaît le hockey, hein? En tout cas au Québec. Puis, dans l'équipe, tous les joueurs sont super. Comme dans l'orchestre, tous les joueurs sont extraordinaires. On a des capitaines, on a des assistants. Le capitaine a le violon solo. C'est le capitaine de l'orchestre. Le chef, c'est comme l'entraîneur. Donc, l'important, c'est de préparer l'équipe, que tout le monde sache exactement ce qu'ils ont à faire. Après ça, on peut laisser le libre cours à la fantaisie au concert un petit peu, mais quand tout est répété, tous les gens sont à l'aise, savent exactement ce qu'ils ont à faire. Après ça, les gens se sentent libres d'apporter leur contribution. Parce que, ce que les gens veulent entendre, c'est comment bien sonne le corps, la clarinette, là, au bois, comment les gens jouent ensemble, la virtuosité des cordes, la chaleur du son. Mais ça, on a tout répété ça là, dans les répétitions. Fait que moi, mon travail, le travail de recherche, travail de répétition, travail d'être organisé, ça prend beaucoup d'expérience, ça prend beaucoup de préparation. Vraiment, il faut savoir toutes les partitions de tout le monde, il faut pouvoir chanter toutes les partitions, il faut en jouer le plus possible, il faut connaître le fonctionnement des divers instruments, même si on n'en joue pas là, nécessairement, mais il faut savoir une clarinette, il y a un registre, puis il y a un registre chalumeau, il y a un registre plus grand, il y a un registre entre deux qui sonne un petit peu pour l'intonation qui est différente. Ce genre de truc-là, comme ça, on sait exactement où les musiciens se trouvent dans leur façon de jouer. Donc, on est là pour aider. Voilà. Puis quand il y a en plus un soprano, un ténor ou un baryton, là, ça devient encore une autre chose parce que j'imagine que vous servez un peu de jonction entre les musiciens et les voix. Mais en fait, avec l'opéra, c'est là que le chef d'orchestre est devenu vraiment un métier. Parce qu'il y a des gens sur scène, il y a des chanteurs sur scène qui n'entendent pas beaucoup l'orchestre. Il y a l'orchestre qui n'entend pas les chanteurs parce qu'il y a un mur par-dessus généralement. C'est sûr que dans un gala, on est tous au même étage, là, mais ça prend quelqu'un pour coordonner tout ça. Donc, le métier de chef d'orchestre est devenu vraiment quelque chose d'utile avec l'opéra. D'ailleurs, moi, c'est ce que je préfère faire. Les gens pensent souvent que chef d'orchestre symphonique, philharmonique, orchestre de chambre, c'est différent. Est-ce qu'il y a vraiment une différence là-dedans? Philharmonique, symphonique, pas vraiment, là, mais il y a des gens qui disent que philharmonique, ça va avec philanthropie ou quelque chose, mais en fait, si on pousse des recherches, là, orchestre philharmonique, orchestre symphonique, c'est deux formes de grand orchestre. Là, on parle des orchestres comme on est ici là, en ce moment. Là, un orchestre avec tous les instruments. Orchestre de chambre, c'est un orchestre plus petit, le mot dit, c'est comme juste une pièce, c'est pas toute la maison. Donc, dont la musique de chambre. Là, quand on parle de ça, c'est de la musique avec... Ça peut aller de 3 instruments. Ça, c'est pas un orchestre, mais de la musique de chambre. Mais généralement, un orchestre de chambre a à peu près de 15 à 25, de 15 à 20, 25 musiciens dedans. Ça prend pas toujours un chef d'orchestre, comme ici, quand on a fait les saisons, là, dernièrement, les saisons de Vivaldi. C'est notre violon solo, Antoine, qui donnait vraiment, puis Marie-Josée pour l'autre concert, là, notre associé violon solo, qui donnait vraiment la battue, ou qui donnait le début ou l'air de ce qu'il devait jouer. Pour orchestre de chambre, ça dépend. Quand c'est juste des cordes, puis il y a une quinzaine de musiciens, on n'a pas vraiment besoin. Mais dès qu'il y a de la coordination à faire, dès qu'il y a des chanteurs, mais ça prend un petit peu ça prend un chef d'orchestre, mais l'orchestre de chambre, pas tant que ça. Voilà. Et maintenant, vous êtes à Laval depuis un moment quand même. Et pourquoi avoir choisi Laval? Qu'est-ce qui vous a attiré? Est-ce que vous l'avez choisi ou on vous a choisi? Bien, il y a des auditions pour ça. Je me suis pas levé un matin et me disais, moi, je vais aller diriger l'orchestre de Laval. Non, on a envoyé mon CV. J'ai fait l'audition. Il y avait une audition en bonne et due forme. Puis, c'est moi qui ai eu le poste. Mais ce qui m'a motivé à poser ma candidature, c'est que c'est un orchestre au Québec. Je faisais pas d'orchestre au Québec. Je dirigeais l'orchestre de la
de Radio-Canada à Vancouver. Je dirigeais l'orchestre à Toronto. Je dirigeais le Centre national des arts souvent à Ottawa, pas comme chef principal, mais comme un des chefs d'orchestre réguliers. Mais ce qui vraiment, moi, je voulais faire quelque chose au Québec. Puis en plus, l'Orchestre symphonique de Laval a toujours été un bon orchestre. Fait que je savais que j'arrivais dans quelque chose qui était déjà bon, puis que ce qu'on arrivait, on arrivait à fignoler. Puis c'est très, très spécial. Moi, c'est des collègues avec qui je suis allé à l'école, la plupart des musiciens de l'orchestre. Donc, j'arrive en pleine connaissance. Puis là, maintenant, il y a un roulement. Naturellement, les gens vont ailleurs. Il y en a certains qui prennent leur retraite, puis il y en a eu beaucoup d'auditions. Puis maintenant, les élèves, l'autre génération, les élèves de ceux qui sont allés à l'école avec moi qui se trouvent à gagner les auditions. Mais il n'y a jamais de poste qui est donné dans un cas. C'est des auditions, puis c'est durement acquis. Et vous préparez aujourd'hui un spectacle. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quel registre? Puis, qu'est-ce que vous allez explorer, en fait? OK. Aujourd'hui, c'est un gala d'opéra. Donc, c'est de l'opéra italien et de l'opéra français. On ne fait pas d'opéra allemand, on s'en tient strictement à ça. Beaucoup d'opéra italien. On fait beaucoup de Verdi. C'est comment je pourrais dire, les grands succès de Verdi, les grands succès de Bizet. Donc, il y a Carmen, donc il y a La Traviata, il y a Va Pensiero de Nabucco, il y a l'ouverture de Nabucco, il y a Les Pêcheurs de perles de Bizet, il y a l'Acmé, le fameux duo de l'Acmé sous le dôme épais. Et puis, c'est vraiment des grands succès de ça, que ce soit des solos, des duos, des ensembles. Mais ce qu'on fait de différent, c'est que dans la première partie, c'est vraiment un gala. Dans la deuxième partie, on fait à peu près, on fait pas au complet, mais presque tout le premier acte de La Traviata. Donc, il y a une mise en situation, il y a une mise en scène à travers ça, puis les gens vont pas juste voir un chanteur qui s'installe puis qui chante. Donc, il y a un échange comme ça. Donc, c'est le genre de gala qui m'intéressait beaucoup de faire, surtout avec les chanteurs de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Ils sont extraordinaires. C'est toujours une cuvée différente à chaque 2 ans. Donc, mais ils sont toujours bons, mais cette année, je dois avouer qu'il y a des talents exceptionnels là-dedans. Vous avez aussi le Chœur de Laval. Oui, le Chœur de Laval avec Danny Wiseman. Danny, que j'ai invité à diriger une bonne partie du concert. Parce qu'on est des collègues. L'idée, c'est qu'on collabore. Hein? Juste avoir le chœur qui vient, puis, entre guillemets, utiliser le chœur dans le concert, c'est pas ça du tout qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est une célébration des artistes à Laval. Donc, on célèbre le Chœur de Laval, l'orchestre, naturellement. Nous, on les invite. L'Orchestre de Laval, on invite les gens de l'Atelier lyrique. Je voulais que Danny dirige une bonne partie du concert. Donc, il dirige tout ce qui est Carmen dans le concert, plus des chœurs que les gens vont connaître très, très bien. Monsieur Trudel, quand je vois un chef d'orchestre, il est en Allemagne, en Russie, je regarde partout où vous avez dirigé des orchestres. Est-ce que ça veut dire que la musique est vraiment un langage universel ou c'est quand même nécessaire d'avoir 3-4 langues à son actif? Bien, c'est sûr, le plus de langues qu'on parle, le mieux que c'est ou qu'on en comprend, même si on ne les parle pas bien. Il y a beaucoup de chefs d'orchestre qui parlent plusieurs langues très mal, dont moi. Ben, bon, on va s'entendre tout de suite. Anglais, français, espagnol, pas de problème. Italien, je comprends très bien. Je parle, mais je mélange mon espagnol dedans, mais c'est pas grave, tout le monde me comprend. Mon allemand est épouvantable, mais je comprends quand même pour ce qu'on a à faire. Mais l'allemand, c'est plus compliqué parce que si on parle pas parfaitement, c'est compliqué. Donc, mais moi, quand je suis allé diriger en Russie, par exemple, bon, je me mets le nombre, tu sais, comme tout ce que j'aurais besoin de dire dans une répétition de base. On peut se reprendre là, merci s'il vous plaît, c'est un peu plus lent, un peu plus vite, on va refaire ça, un peu plus fort, un peu plus tôt. Je me suis fait toute une feuille quand j'étais allé à Saint-Pétersbourg, mais ils m'ont dit, le violon solo va parler français, fait qu'il peut t'aider. Finalement, personne parlait français. Vous avez dû vous débrouiller tout ça. Mais ce que les gens aiment le plus, c'est les onomatopées, quand on dit plus parce que c'est un langage universel, mais pas juste quand on joue, c'est les sons qu'on se fait, puis c'est la gestuelle des musiciens, puis un peu notre façon d'être, c'est un peu la même chose partout dans tous les pays. T'sais? Donc, c'est sûr que si on parle, moi, je parle 4 langues, là, mais puis j'en comprends 2 autres, là, mettons, mais c'est sûr que quelqu'un qui parlerait juste français, ça serait pas mal difficile, ou juste anglais, là. Pour finir, des grands projets avec l'Orchestre symphonique de Laval? Un très grand projet. Notre premier classique hivernal. On a un projet, c'est à la fin janvier, début février. Donc, le dernier jour de janvier, plus le 1er et le 2 février, on fait ce festival. On occupe toute la ville de Laval. Même si vous allez à la patinoire au Centropolis, vous allez à un Beethoven qui va patiner avec vous. C'est un festival Beethoven cette année. À chaque année, on va avoir un artiste différent ou une thématique différente. Cette année, c'est le
250e anniversaire de Beethoven. Ta-ta-ta-ta! C'est ça, puis on va jouer. Ben oui, l'hymne à la joie, la musique de chambre. On fait une fin de semaine où il y a 4 concerts, où on fait la 5e symphonie que je viens de faire, la symphonie pastorale, l'héroïque, qui était originalement dédiée à Napoléon, mais quand il a vu que Napoléon s'est nommé empereur, il a déchiré ça, puis il a dit à la mémoire d'un grand homme. La symphonie chorale, encore avec l'hymne à la joie, avec le chœur de Laval, avec les concertos de piano avec Charles-Richard Hamelin. Tout ça en même pas 3 jours. Les gens peuvent s'acheter un laissez-passer, c'est ça, pour les 3 jours. Même les gens qui viennent de l'extérieur, on a des rabais avec des hôtels dans le coin. Ils peuvent se promener. Si vous allez au centre d'achat, vous allez entendre la musique de Beethoven. Il va en avoir partout à travers la ville. Puis, naturellement, ici, à la salle André-Mathieu, c'est un rendez-vous. Le fin janvier, tout début février. C'est parfait. Merci beaucoup, M. Trudel. Merci à vous. Voilà, on clôture cette saison en beauté avec l'Orchestre symphonique de Laval. Donc, c'est ce qui termine notre saison d'automne. On arrive au temps des fêtes. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes en famille. Consommation raisonnable sur les routes aussi. Puis, on vous dit à la saison prochaine.